Oui, on a vu hier des patterns, et notamment les patterns GRASP, qui sont les patterns vraiment principaux pour évaluer les responsabilités et déterminer une société de classe. On a vu un certain nombre de design patterns qui sont génial dans Blockchain. Pareil, calling user, merci. Hop là, de couper le micro. Hop. Et donc, on en était à un certain nombre de choses. Donc on a vu grosso modo 99 transparents sur 160. Donc tout ça, voilà. Je vous rappelle que le cours est en ligne. Alors le PDF du cours est en ligne sur ma page. Que la vidéo d'hier elle est en ligne sur la chaîne YouTube de Mathieu Moi. Voilà. Et donc on en était ici. Un autre ensemble de patterns qui sont des Monsieur, patterns de on structure. voit, on voit plus les slides. Alors, vous êtes gentil. Vous coupez votre micro. Voilà. Les patterns de structure qui sont là en fait pour réaliser un comportement ou un type de fonctionnalité ou un type comment on peut dire euh, de structure de classe de façon à ce que on puisse avoir une société d'objets qui correspondent à l'organisation des objets du domaine. Donc, vous allez Monsieur, voir, je l'ai allumé parce qu'on voit plus les slides en fait. On voit un écran noir. oui, un écran noir. Oui. Faut regarder dans le chat, on l'a tous dit. Ouais, puis je mets le chat en même temps. J'entends un bip bip. Ok. Alors, j'ai dit à monsieur. Euh, alors, je vais mettre stop sharing. Voilà. Je recherche la fenêtre OBS. Ah, bah voilà, oui, non, il se passe ça. Il se passe la chose suivante. J'ai docké la fenêtre de commande OBS pour pas qu'elle perturbe l'écran. Et du coup, quand je cherche il me cherche que les commandes, d'accord. Alors, je vais bricoler un peu. Je rêve les commandes. Et là, si je lui dis share, là, vous voyez quoi en fait? Là, c'est bon, on voit les slides. Là, vous voyez nous les slides. Ok. Et il faut quand même que je mette les commandes quelque part. Et là, alors, je suis important pour monitor the time. Ouais, d'accord, ok. Euh, euh, Bon, bah, je vais enlever les commandes et puis j'arrêterai l'enregistrement à la main après. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez les slides avec ma tête à côté? Oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez juste désactiver les bruits de l'application? C'est super perturbant. Euh, je peux faire ça, mais je sais pas à quelle heure on va finir. Euh, Ah si, je sais, je peux faire ça, mais alors par contre après, s'il y a quoi que ce soit, j'entendrai pas ce que vous me racontez. Je vais tout simplement couper. Je vais faire ça. Comment je vais faire ça? Ouais. Alors en soi, monsieur, c'est pas grave, de toute façon, on peut faire avec. Hein. Ouais, je veux bien que vous fassiez avec alors parce que faut que je retourne dans un panneau de config quelconque. Je suis désolé, les bruits c'est un peu perturbant, mais on va partir du principe que au bout d'un moment ça va stabiliser, que les gens sont arrivés et que je pourrai parler. Donc, reprenons. Donc des patterns qui vont permettre à des sociétés d'objets de s'organiser comme des objets du domaine. D'accord? Alors le pattern de composite,
L'objectif de ce pattern-là, c'est de représenter une structure un arbre en fait. D'accord? Euh, pour ça, on va avoir besoin de rendre génériques les mécanismes de positionnement et de déplacement dans un arbre. Je vais y revenir. Alors, pour ceux qui font du web et qui ont l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le DOM en JavaScript, c'est ce pattern-là qui est utilisé notamment pour l'interface Node, qui permet justement de rajouter des éléments, des nœuds, de les déplacer, etc., etc. Document.create node, etc., etc., ça fait partie de ce pattern-là. La façon dont ça fonctionne, on a une classe abstraite qui est une classe composant qui est possédée de classes qui sont soit un composant qui aura des composants, soit une feuille qui n'aura pas de composants. Alors, donc vous voyez, classe abstraite, la feuille et le composite, tous ont la méthode opération qui permet de réaliser les traitements métiers de l'application, d'accord? Et le composite a des méthodes ajouter, retirer et récupérer les enfants, d'accord? En JavaScript, par exemple, getEnfant, c'est childNode. Et puis, donc les deux héritent de composants, et puis vous avez une relation qui est là, qui est une relation d'agrégation. D'où ma question. Comme vous êtes très fort en UML, vous connaissez la différence entre une relation d'agrégation et une relation de composition, d'accord? Pour un pattern composite avec des composants, on pourrait se dire... Alors, qui c'est qui parle là? Voilà. Pour un pattern composite, on pourrait se dire quand même qu'on a une relation de composition entre composite et ses composants, et non, on a choisi une relation d'agrégation. À votre avis, quelle est la raison de ce choix? Alors, vous avez le droit de prendre la parole. Si j'arrive à retrouver le chat. Hop. Je vais vous laisser regarder ça. Mais sinon, je pense que je vais répondre à la question pour gagner un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qui se passe dans une relation de composition? Dans une relation de composition, tous les sous-composants, ils vont dépendre de leur paire. C'est-à-dire que si on supprime le paire, on supprime les composants. Et c'est-à-dire que les composants n'ont pas les enfants n'ont pas d'existence en dehors de celle du père. Ça veut dire qu'on interdit toutes les manipulations de l'arbre et tous les changements de structure. D'accord? Donc pour éviter ça, on met une relation d'agrégation qui est moins forte qu'une relation de composition et qui permet donc aux enfants de continuer à exister même s'ils ne sont plus dans la liste d'enfants du père. Voilà. Ok. Alors maintenant, je me retrouve avec le chat. Voilà. Le pattern adaptateur. Ou adapteur, alors j'ai tendance à dire pattern adapteur, je suis désolé, c'est du franglais, c'est pas beau, mais voilà, c'est comme ça. Vous allez voir que on va avoir une tripotée de patterns comme ça qui sont des rajouts de niveau d'indirection, ce qu'on appelle des fabrications pures. Alors on en a parlé un tout petit peu hier quand on a parlé de fabrication pure et d'indirection. D'accord? On va le voir un tout petit peu plus en détail. L'objectif de ce pattern-là, c'est de résoudre des problèmes d'incompatibilité d'interface. En gros, on a un client qui veut utiliser une API particulière et puis un objet qui est l'objet interrogé par le client qui n'a pas cette API. Qu'est-ce qu'on fait? On met un truc au milieu qui va faire de l'adaptation d'API. D'accord? Donc c'est un niveau d'indirection, c'est lié au pattern proxy, on va voir pourquoi après. Ça fonctionne de cette façon-là, d'accord? Le client connaît l'interface de l'adaptateur. L'adaptateur, lui, implémente cette interface et puis interroge l'objet en question. Donc si on veut avoir plusieurs objets, on peut avoir plusieurs adaptateurs qui implémentent la même interface. Typiquement, c'est ce que vous avez avec les ORM quand vous interrogez une base de données. Un MySQL, un Postgre, etc., etc. Parce que, voilà. Je reviens sur un truc qu'on a dit hier sur le principe de inversion de dépendance. Si vous aviez directement le client qui dépendait de l'objet adapté,
d'accord, vous auriez une flèche de client vers adapté. D'accord? Donc une navigabilité de la gauche vers la droite. Imaginez maintenant que on utilise ce pattern-là. D'accord? Le client, il dépend uniquement de l'interface de l'adaptateur. D'accord? Il ne connaît pas l'objet. D'accord? Et il va dépendre d'un objet qui implémente cette interface. Ok? L'adaptateur, lui, bah, il va dépendre de l'objet adapté, puisqu'il le connaît, et puis il va dépendre de l'interface. Si vous faites une décomposition en paquets, d'accord? Dans le cas où vous avez uniquement le client et l'adapté, vous avez donc on va dire le package client et le package adapté, le package client qui dépend du package adapté. Par contre, si dans votre package vous avez toute cette dans vos packages vous avez toute cette société là, d'accord, et que vous mettez l'interface de l'adapteur dans le même package que le client, d'accord. Ce que vous allez voir, c'est que vous avez une dépendance à l'intérieur du package du client vers l'interface, ok. Et après, vous avez dans l'autre package adaptateur adapté une dépendance dans l'autre sens, d'accord, parce que ce package-là va dépendre de l'interface de l'adaptateur. Ok. Et donc vous avez réalisé ce qu'on appelle une inversion de dépendance. C'est très pratique quand on a besoin de minimiser le couplage entre des packages. D'accord? Parce que si vous aviez déjà une dépendance dans l'autre sens au niveau des packages, bah, du coup ça vous permet de le faire, enfin d'avoir deux dépendances dans le même sens, ce qui veut dire que les packages ne sont pas interreliés, ne dépendent pas chacun l'un de l'autre. Voilà, ça c'est une petite technique à connaître. Pattern façade. Donc c'est un petit peu la même chose que le pattern adaptateur, avec ceci à ceci près que bah, du coup on n'a pas un truc qui dépend d'un autre, on a plein d'objets qui dépendent de plein d'autres objets avec des implémentations complexes, avec plein de choses, plein de dépendances dans tous les sens. D'accord? Donc on va mettre une fabrication pure, une indirection, d'accord, qui va fournir une interface commune pour toutes les dépendances. D'accord? Au début, on a un truc qui ressemble à ça. Donc les bleus, les rouges. D'accord? Et puis après, on a une façade au milieu qui range un peu les choses, qui dit, bah voilà, l'API de celui-là, c'est ça, l'API de celui-là, c'est ça, etc. Et puis elle repasse en fait les requêtes aux autres. D'accord? Vous voyez qu'en termes de réutilisabilité, ben, on peut faire évoluer le package bleu et le package rouge séparément, et que ce qui est important, c'est leur API, et leur API, elle est implémentée par le pattern façade. Alors, proxy. Vous savez à peu près tous ce que c'est qu'un proxy. C'est un truc que bah, vous lui envoyez les requêtes et puis il stocke des choses et puis tant qu'à faire on lui met un cache comme ça permet de gagner en perf et quand on fait un get d'une ressource et bah du coup s'il l'a en cache il vous renvoie directement la ressource sans aller réinterroger le serveur par exemple. Mais on va voir qu'il peut avoir d'autres fonctionnalités supplémentaires. D'accord? Donc il résout un problème d'accès à un objet et la façon dont fonctionne un proxy, et on va voir que c'est la même chose pour d'autres patterns, c'est de dire on va créer une classe qui va implémenter exactement la même interface que l'objet qu'on veut, on va dire, masquer. D'accord? Et puis, au lieu d'interroger l'objet, on va interroger le proxy qui éventuellement ira interroger l'objet. Donc le client, lui, connaît l'interface, d'accord? Le proxy, il a les mêmes méthodes de métier que l'objet, et puis en fait, le client va aller interroger le proxy, et le proxy va interroger la méthode. Donc dans l'exécution de la méthode doAction, si vous voulez, du proxy, il y a éventuellement, si besoin, une invocation de la méthode doAction du sujet. Je reviens un tout petit peu en arrière, c'est lié à plusieurs patterns, donc indirection, pattern état, dont on va parler, et surtout pattern décorateur. Donc là, on voit que le proxy, normalement, il est capable soit donc d'interroger l'objet, soit de renvoyer une réponse à sa place. D'accord? On va voir que le pattern décorateur, non seulement il est capable de faire ça, mais il est capable de faire encore mieux, c'est rajouter des comportements. D'accord? Donc,
répète hein, des trucs que j'ai déjà dit, mais voilà, c'est vraiment des principes relativement généraux et très importants. Les classes doivent être ouvertes à l'extension et fermées à la modification. D'accord? Quand votre classe elle est codée correctement, ce que vous faites, c'est vous la verrouillez, et puis si vous devez rajouter des fonctionnalités, des trucs comme ça, vous les rajoutez à l'extérieur. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit, comme on a vu hier en polymorphisme, c'est-à-dire que vous sous-classez la classe avec un comportement qui est plus précis, mais ça vous oblige à réécrire un certain nombre de choses. Soit vous allez utiliser ce type de pattern. D'accord? Le pattern décorateur, il fonctionne de la façon suivante. On recrée une classe qui a la même interface que celle d'origine, avec les mêmes méthodes métiers, mais au lieu que ce soit une sous-classe de cette classe-là, en fait, c'est une classe qui connaît cette classe-là et qui va appeler la méthode métier s'il y en a besoin, mais qui est capable de faire d'autres traitements autour de cet appel. Alors je dis autour de cet appel-là, vous allez voir que ce autour, il a un sens dans différents paradigmes, et notamment quand on parlera à un moment de programmation orientée aspect. Les aspects, c'est complémentaire au paradigme objet. C'est une vision d'une application sous un angle particulier. Par exemple, sous l'angle fonctionnel, par exemple, sous l'angle de la sauvegarde en base de données, par exemple, sous l'angle de la sécurité, etc., etc. Et vous pouvez avoir des classes qui sont chargées uniquement de prendre en charge non pas vraiment des objets du domaine, mais des aspects de l'application. D'accord? Et on a justement, donc à un moment ou à un autre, votre application elle est censée quand même faire toute la totalité de tous les aspects. On a ce qu'on appelle des tisseurs d'aspects, donc des weavers, qui vont utiliser notamment ce pattern décorateur pour dire, tiens, pour faire tel traitement, je vais appeler un décorateur qui va mettre en place l'authentification sécurisée, par exemple, et qui, à partir du moment où l'utilisateur est authentifié, va appeler les méthodes fonctionnelles. D'accord? Donc autour de la méthode fonctionnelle, il met de la sécurité. D'accord? Alors ça fonctionne de la même façon que tout à l'heure. D'accord? On a un composant avec des méthodes métiers. D'accord? Alors là, on a mis une interface. Euh, ouais, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est voilà, cet exemple-là. Donc vous rajoutez un comportement existant. Donc le comportement existant, c'est celui qui est à la fin, d'accord? Donc vous êtes un étudiant, vous mangez une pizza, d'accord? Et la pizza, vous la mangez avec du piment et vous la mangez avec du fromage, etc., etc. Et on voit qu'à chaque fois, on a une méthode métier qui est get nombre de calories, donc la méthode finale, si vous voulez, c'est la méthode de la pizza. Mais vous voyez que quand vous rajoutez du piment, vous pouvez rajouter un traitement, c'est-à-dire grosso modo une addition du nombre de calories de chacun de vos ingrédients, par exemple. Ok? Donc ouais, vous voyez, c'est quelque chose de très très lié au pattern proxy, sauf que là, on va rajouter des traitements métiers à l'intérieur des fonctions. Et voilà, j'ai mis pattern antagoniste, polymorphisme, parce que c'est une autre façon d'ouvrir les classes à l'extension que le polymorphisme. Donc ça, c'était pour les patterns de structure. On va regarder maintenant des patterns de comportement. Donc là, il y en a une tripotée. Je sais pas depuis combien de temps on enregistre, depuis 20 minutes, donc ça va. On va commencer. Alors, la plupart, ils vous disent quelque chose. Un interpréteur, c'est un interpréteur de commande. Memento, c'est pour se rappeler des états, etc., etc. Bon, on va les passer relativement rapidement, euh, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc, le pattern interpréteur, l'objectif, c'est d'évaluer une expression dans un langage, par exemple, une expression mathématique, SQL, etc., etc. Il fut un temps, il y a même un TD sur un interpréteur de commande. Le fonctionnement de ce pattern-là, donc, c'est de stocker une expression dans une pile, d'accord, qui va être en fait un contexte, et puis définir des classes de traitement terminal, non terminal, etc., etc. D'accord. Donc, vous voyez bien que terminal, non terminal, je vous rappelle le pattern composite.
Voilà, expression abstraite avec des méthodes métiers, la feuille, le composite, d'accord, la relation d'agrégation comme tout à l'heure. La différence par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est ce truc-là, c'est le contexte, d'accord. Ce truc contexte, bah, c'est la mémoire de la valeur actuelle du résultat de l'interprétation des formules. D'accord. Donc on voit qu'on rajoute une information concernant l'état actuel du traitement de la commande. D'accord. Donc je reviendrai sur ce contexte-là. Et voilà, l'idée c'est d'être capable de stocker pour chaque appel une information supplémentaire qui correspond à l'état de l'application. Pattern memento. Euh, Alors, le pattern memento, voilà, l'idée c'est de restaurer un état d'une application. Bah, vous avez tous fait ça, bah, de toute façon vous avez tous l'habitude de faire ça. Vous avez dans un fil de conversation ou n'importe quoi sur votre téléphone, vous supprimez un élément, il vous dit annuler pendant 5 secondes et vous pouvez revenir à l'état précédent. D'accord. C'est un truc qui est assez utilisé en conception logicielle quand on n'a pas envie d'être capable de faire des rollbacks à répétition et de mémoriser tout l'historique. D'accord. C'est juste pour annuler une action. D'accord. Et donc ça permet de restaurer un état. Donc vous sauvegardez l'état d'origine dans un objet qu'on va appeler memento. D'accord. Et puis ce memento va le transmettre à un gardien qui est un caretaker. Voilà. Donc il y a une classe qui a la responsabilité de conserver un état, et puis il y a une classe qui a la responsabilité de gérer tout ça. D'accord. Donc voilà, vous avez donc le memento, c'est celui qui va parler au caretaker, donc get state, set state, d'accord, avec state qui est un pattern état qui peut être complexe, hein. Et puis l'originator, c'est la classe qui va décider si oui ou non on appelle ou pas le pattern memento, d'accord. Et avec ça, vous êtes capable de faire les comportements classiques de annuler une action. Alors le pattern état dont on parle depuis tout à l'heure, l'idée c'est comment on peut dire, de modéliser le comportement dynamique d'une partie de l'application avec notamment un fonctionnement d'automate à état. Donc on a une interface qui est l'interface state, et puis on a des concrete state qui sont des états qui implémentent les comportements dépendant donc du métier de l'application, hein, et toujours cette classe contexte qui va stocker l'état courant. D'accord. Donc ouais, on a le contexte qui connaît l'interface état et qui est capable de stocker n'importe quelle classe qui va implémenter la classe state, d'accord. Et donc à tout moment, cette classe contexte, si on l'interroge, elle va vous renvoyer l'implémentation actuelle de l'état de l'application, d'accord, avec les variables, avec toutes les variables internes positionnées pour connaître l'état de l'application. Donc ça, on modélise ça dans une seule classe, bien entendu. Si vous avez un fonctionnement un peu complexe et que votre état d'application ne correspond pas à une seule classe, parce que sinon vous aurez une classe qui aurait trop de responsabilités, qui serait pas cohésive, vous pouvez mettre une société de classes dans le contexte. Alors un pattern qui est assez proche du pattern état, c'est le pattern stratégie, d'accord. On veut orchestrer le changement dynamique de comportement, d'accord. Donc dans l'état, on avait juste la possibilité de stocker à un instant donné. Là, on veut modifier ces changements. Vous allez voir que c'est quand même très 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 proche d'état, hein.
Donc on va désencapsuler les comportements de la classe qui émergent de l'objet qui les utilise et on va les déporter dans les classes, donc dans des classes qui vont avoir une interface commune comme pour état, d'accord, en permettant au client d'utiliser l'implémentation quelconque qu'on veut utiliser, d'accord, et on va stocker ça également dans un contexte comme tout à l'heure. Je reviens sur cette histoire de principe ouvert-fermé, hein, je répète toujours. Les classes, les modules doivent être ouverts pour l'extension et fermés pour la modification. Donc une fois que votre code il est stable, vous ne le modifiez plus et vous prévoyez des points d'extension. D'accord. On appelle ça aussi privilégier la version A1 à une extension quelconque plutôt qu'un polymorphisme. Donc stratégie fonctionne comme ça, vous voyez que ça ressemble beaucoup au pattern état, sauf que là, on ne fait pas que stocker dans un contexte, on a le client qui interagit dynamiquement avec le contexte, d'accord, et qui est capable d'aller récupérer des implémentations de l'interface stratégie. En les récupérant, il peut aussi interagir avec et puis changer dynamiquement la stratégie alors, de fonctionnement de l'application. D'accord. Donc pendant assez longtemps, on avait un TD où il fallait jouer. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Enfin non pas un TD, un TP. Où il fallait jouer au foot, donc il y avait plusieurs stratégies, attaque, défense, etc., etc. On avait, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 2 ans, Aurélien Tabarde avait fait jouer vos prédécesseurs avec dans une course de poney en diablé. Et donc il y avait des poneys qui étaient plus ou moins intelligents, plus ou moins vifs, etc., etc. Chaque poney avait une stratégie de course, enfin des choses comme ça. D'accord. Donc ça s'implémente avec ce pattern-là. Pattern visiteur. Donc là, on a un peu la même chose que l'état ou ça, avec des opérations supplémentaires qui vont permettre de modifier dynamiquement, mais sans connaître, si vous voulez, les modifications qui risquent. D'accord. Donc on veut séparer le comportement de la structure des appels du client avec uniquement la possibilité d'appeler. Enfin, le client va connaître uniquement l'interface d'une classe qui s'appelle visiteur et cette classe-là, elle va dire bah tiens j'appelle telle ou telle méthode de telle classe qui va modifier mes comportements. Donc voilà, on a des fonctions virtuelles dans une classe qui vont rediriger des opérations vers une classe qui va être une classe visiteur, d'accord. Et elle va rediriger à son tour enfin, des appels de méthode métier vers d'autres classes qu'on ne connaît pas, d'accord. C'est un petit peu un mix entre le pattern stratégie et le pattern adaptateur, d'accord. Vous voulez utiliser un adaptateur de stratégie, donc un niveau d'indirection supplémentaire, de façon à pouvoir mettre en place des stratégies qui ne sont pas prévues au départ. D'accord. Donc ça va avoir cette tête-là. Votre client, il va appeler des éléments qui vont avoir une méthode métier qui accepte, d'accord. Et on accepte un visiteur, d'accord. Et ce visiteur, il correspond à une classe qui est visite élément, d'accord. Alors on a visite élément A, visite élément B, etc., etc. Et à chaque fois qu'on fait visite élément, bah, du coup, on va déclencher un nouveau comportement. Alors, la façon dont ça se décrit avec un diagramme de séquence, c'est que le client, il dit, bah, je veux accepter un visiteur à l'élément A. L'élément appelle le visiteur en disant visite élément A de 10, d'accord? Et du coup, il est capable d'appeler l'opération en question sur cet élément. D'accord. Même chose pour l'élément B, etc. Donc, à partir du moment où le client dit qu'il accepte le visiteur, du coup, on rajoute ce niveau d'indirection entre les méthodes métiers qui sont exposées par les éléments qui sont appelés par le client et puis le client lui-même. Voilà. Pattern commande, bah, du coup, là, l'idée c'est d'avoir une interface standardisée, puis encapsuler une logique métier derrière. Donc,
C'est assez proche du pattern interpréteur, mais vous n'avez pas toute la partie hiérarchique. Alors là, il y a quelqu'un qui est en train de manger un bonbon. Je peux pas vous en vouloir à cette heure-là de prendre un petit déj, mais si vous voulez couper le son, ça m'arrangerait. Merci. Donc le pattern commande fonctionne de cette façon-là. On a un invoqueur qui va invoquer une commande, d'accord, avec une méthode métier execute, d'accord. Et puis et à partir de là, le client il va utiliser un receiver qui va lui-même être appelé par la méthode execute, d'accord. Donc c'est l'invoqueur qui décide de ce que de l'action que le receiver va produire pour le client, d'accord. Euh, Voir la remarque qui est là, c'est quelque chose d'un peu tordu. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça introduit un couplage fort entre les éléments d'une part, et d'autre part, vous allez voir que quand vous allez vouloir faire une vraie application avec des patterns un peu évolués, vous allez plutôt utiliser du MVC, enfin avec un contrôleur etc. qu'un pattern commande qui est très figé et qui va pas vous permettre en plus de séparer le modèle, la vue, etc., etc. Alors, pattern chaîne de responsabilité, ça c'est quelque chose d'assez important, notamment en web. J'aurai l'occasion de vous en recauser en MIF 03. Je reviens sur ce que je disais sur les décorateurs, vous savez, où on rajoute des aspects dans des classes séparées, d'accord. Et vous savez, on avait la pizza avec du piment, avec ceci, avec cela. Euh, Là, l'idée, c'est de dire on va essayer de systématiser ce fonctionnement-là avec un ordre dans les traitements. D'accord. Et donc, non seulement on a des choses qui implémentent la même interface, mais en plus, chaque élément de la chaîne, il connaît l'élément suivant. D'accord. Donc, on appelle ça des handlers, et ça fonctionne de la façon suivante. On a une méthode qui permet de récupérer le handler suivant, le successeur, d'accord, et tout simplement de cette interface-là. Donc le client va appeler un handler, un handler, un handler. Et donc typiquement, c'est ce qu'on utilise en web pour mettre en place. Typiquement, on va avoir un handler pour l'authentification, un handler pour la sauvegarde, un pour le templating de vue, etc., etc. Et forcément un pour les méthodes métiers. D'accord. Alors, on appelle ça chaîne de responsabilité parce que ça se suit. Il y a une variante qui est moins utilisée, qui est arbre de responsabilité, qui est beaucoup plus complexe et pas forcément toujours très utile. Sachez quand même que voilà, les handlers peuvent avoir des logiques un peu complexes et être appliqués ou pas. D'accord. En règle générale, c'est en web, en tout cas, ça s'appelle des filtres. D'accord. Donc en général, c'est quelque chose qui va soit bouler le client en disant bah non, bah t'es pas authentifié, tu me renvoies je te renvoie par exemple une erreur 403, ou alors laisser passer au handler suivant. D'accord. Donc voilà. Alors pattern observateur. Ça, c'est un pattern qui est très utile pour passer du monde requête-réponse. Quand vous faites un appel de méthode, concrètement, ce que vous faites, c'est que vous posez une question, enfin une classe qui pose une question à une autre, d'accord, et puis on attend la réponse, la valeur de retour de la méthode, d'accord. Donc on est sur un paradigme qui ressemble à du requête-réponse. Ça permet de passer du requête-réponse à de l'observateur, à de l'événementiel, si vous voulez. Euh, donc toutes les méthodes n'appellent pas forcément une réponse, et le principe c'est d'inverser en fait les appels de méthode entre deux classes. Donc vous avez des objets qui sont souscripteurs d'une information et puis des objets qui sont diffuseurs de cette information. Donc on va faire en sorte que chacun de ces objets-là chacun des souscripteurs soit informé des changements des diffuseurs, tout en maintenant un faible couplage entre les deux. D'accord.
Donc la façon dont ça fonctionne, donc vous avez des interfaces, la souscripteur observateur, et puis on implémente ces interfaces dans alors souscripteur dans le client et observateur euh, dans l'autre objet. Euh, et voilà. Et donc il y a un enregistrement dynamique des souscripteurs dans la liste des souscripteurs de l'observateur. Donc voilà, on a un sujet et donc l'interface observateur ou souscripteur comporte une méthode notify, d'accord, qui va être la méthode que va rappeler en fait l'objet diffuseur pour dire tiens, il s'est passé quelque chose que tu m'as demandé de te signaler, d'accord. Vous allez voir ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc votre client, c'est l'observateur, d'accord, il possède une méthode notify. Et il peut y avoir plein de clients qui disent, bah écoute, moi ça m'intéresse de connaître un changement d'état du sujet, et donc je vais m'enregistrer comme observateur. D'accord. Donc le sujet, lui, contient une collection, alors en général c'est une liste, d'accord, d'observateurs, et bah, il gère sa liste avec register, unregister. D'accord. À partir du moment où il se passe quelque chose dans l'application qui fait que le sujet change d'état et que l'état doit être notifié aux observateurs, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir sa liste et puis pour chacun des observateurs, il va appeler la méthode notify et il va lui renvoyer une information. D'accord? Donc vous voyez que c'est un système d'abonnement et d'envoi de notifications comme des événements, et c'est typiquement ce qui est utilisé notamment en JavaScript et dans tous les langages avec des événements. D'accord. Donc c'est comme ça que fonctionne Add Event Listener par exemple en JS. Je reviens sur le slide d'avant. C'est ce qu'on appelle aussi donc du coup du PubSub. D'accord. Subscribe. Par opposition à un requête-réponse classiquement utilisé en HTTP. Alors, en Java, ouais, vous avez une classe java.util.observer, une interface observable, qui ont été dépréciées pour différentes raisons, notamment le fait que c'est pas thread safe, d'accord? Donc ça marchait pas dans toutes les applications, donc ils ont préféré le dégager. Le pattern reste valable, ça y a aucun souci par rapport à ça. Il y a d'autres implémentations un peu plus tordues que vous trouverez dans les packages Java. Vous pouvez fabriquer votre propre pattern observer de la même façon, hein. Euh, Après voilà, moi si c'est, je sais pas ce qu'en dira Mathieu moi, mais moi si c'était que moi qui corrigeait, je vous en voudrais pas d'utiliser dans les TP java.util.observer et java.util.observable à partir du moment où vous gérez pas les threads. Alors, pour aller avec ce modèle événementiel, on a un truc qui est encore plus rigolo, c'est que au lieu d'utiliser une méthode notify, on veut pouvoir envoyer un événement en appelant n'importe quelle méthode métier du client, enfin de l'observeur. Pour faire ça, et ben du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en paramètre une méthode et non plus euh, et non plus juste enregistre-moi comme observateur. D'accord. De façon synchrone, ça permet bah, le déclenchement de code par une bibliothèque externe qui va, elle, décider de la méthode qu'elle va appeler. Et de façon asynchrone, donc on revient sur le modèle événementiel, ça permet d'utiliser notamment les fonctions de callback dont vous avez entendu parler depuis, je crois, l'IF AP4, si vous avez fait la licence ici, avec Romuald Thion avant. D'accord. Donc le principe, c'est à un moment donné, on va déclencher un appel de méthode qui va être défini par le code le code observé, si vous voulez. Alors on appelle aussi ce pattern-là le principe d'Hollywood parce que du coup on inverse encore
le flow de contrôle, et c'est pas le client qui appelle l'observé, enfin l'observable, c'est l'observable qui rappelle le client. Donc la façon dont ça fonctionne, si vous êtes en langage fonctionnel et que vos fonctions sont des citoyens de première classe, bah, du coup, vous pouvez parfaitement passer directement à la fonction en paramètre d'une autre fonction. D'accord? Sinon, bah, vous êtes obligé d'encapsuler la fonction dans une classe. Et donc, vous passez à un objet qui possède la méthode que vous voulez appeler. D'accord? Pattern lié à ça, inversion de contrôle, dont je vais parler assez longuement tout à l'heure quand je parlerai de framework. Et puis, bien entendu, pattern observer, puisque c'est lui qui définit la notion de modèle événementiel. Et là, vous faites juste rappeler une fonction spécifique en plus de ça. Donc une illustration qui vaut ce qu'elle vaut. Le programme principal appelle une bibliothèque externe, laquelle va appeler une fonction de callback à l'intérieur de l'application. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas synchrone dont je vous parlais tout à l'heure. Alors tout ça c'est très joli, mais par contre quand vous appelez une fonction de callback dans un... Alors je prends l'exemple de JavaScript parce que c'est ce que on utilise le plus pour ce type de fonctionnement, et puis bah, vous allez avoir en bouffer un moment ou un autre durant ce semestre. Si on reprend les fonctions de rappel là, on va passer une fonction en paramètre d'une autre fonction, dans laquelle il y aura une autre fonction, dans laquelle il y aura une autre fonction, etc. Et on va avoir des callbacks qui vont être imbriqués les uns dans les autres. Et comme vous savez parfaitement bien denter votre code, etc., etc., vous allez ouvrir plein d'accolades. Vous allez à chaque fois passer une tabulation. Et puis à la fin, bah, dans votre écran, vous aurez plus que la moitié, voire moins de place pour coder vos fonctions. D'accord? Donc le code est moche. Et bah, il y a une petite ruse qui est d'utiliser ce pattern-là, le pattern promesse, qui décrit à peu près la même chose, mais de façon un peu plus standardisée. L'idée, c'est que vous allez mettre en place enfin, on va définir un objet qui va justement mettre en place ce système d'utilisation de callback. Alors là, l'idée, c'est de déclencher un comportement sans savoir comment il va être déclenché, sans connaître le résultat, d'accord? Mais le comportement, il est codé directement dans un objet qu'on appelle un objet promesse. Alors cet objet promesse, il peut avoir plusieurs états, d'accord? Alors, quand vous le créez et qu'il ne s'est rien passé encore, bah, il est pending, d'accord? La promesse n'a pas été appelée, d'accord? Et puis à partir du moment où votre comportement, donc asynchrone, a été résolu, donc par exemple vous envoyez une requête asynchrone à un serveur, ben, soit ça revient euh, avec un code de succès, soit ça revient avec un code de réponse, ou soit c'est que ça revient carrément pas. Et donc ça va être soit fulfill, soit reject. D'accord? Et donc vous appelez cette promise, et puis vous mettez un point ven. Et vous définissez les comportements qui vont se passer quand les choses se passent bien, et point catch quand les choses se passent mal. D'accord? Ce qui est rigolo avec ça, c'est que du coup, vous pouvez chaîner les promesses. Le fait de chaîner les promesses, ça va vous permettre ben, justement d'éviter ce phénomène d'imbrication des callbacks les uns dans les autres, mais de les mettre les uns à la suite. Donc vous allez avoir un point ven, vous allez faire quelque chose, et puis repoint ven, faire autre chose, etc., etc. D'accord? Et donc, bah, c'est clairement du sucre syntaxique, c'est une autre façon d'écrire des callbacks imbriqués, d'accord? Mais c'est standardisé, et encore une fois, c'est un pattern, c'est-à-dire c'est du vocabulaire, ça va vous permettre d'échanger avec quelqu'un d'autre en disant, bah voilà, là il y a une promesse, donc la personne va comprendre, bon bah il y a un comportement asynchrone avec la possibilité de réussir ou de pas réussir, ok? Alors, c'est un pattern qui est très utilisé, notamment en JS à partir de S6 où c'est intégré dans le langage. JS, c'est juste une simplification de l'encapsulation des callbacks. Et puis il y a des ruses. Vous imaginez que par exemple vous avez une promesse qui réalise un comportement, et puis en fait vous avez besoin de faire mettre en place plein de comportements pour pouvoir avoir les résultats d'une opération. D'accord?
bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle promise.all, d'accord? Qui ne va réagir en fait que une fois que toutes les promesses seront réussies. D'accord? Donc vous créez, en fait, vous avez une liste d'objets, d'accord? Une liste de promesses, et en fait, bah, vous alimentez cette liste-là, enfin un tableau de promesses en JavaScript, vous alimentez ce tableau-là, et puis bah, vous mettez un promise.all, et donc en fait, il va lancer toutes les promesses, il va attendre qu'elles soient toutes terminées. S'il y en a une qui a foiré, qui a pas réussi, il va faire, il va vous envoyer un reject, c'est-à-dire grosso modo vous allez récupérer le code que vous avez mis dans le point catch. Et si elles ont toutes réussi, bah, vous allez avoir un point then. D'accord? De la même façon, imaginez que vous avez plusieurs sources de données, et ce qui vous intéresse, c'est bah, d'avoir l'application qui fonctionne le plus rapidement possible. Donc vous interrogez toutes vos sources de données, vous avez un promise.race, dès qu'il y en a une qui répond, hop, on prend la première réponse qu'on récupère. Donc voilà. Pattern et callback, je vous en ai parlé. Donc ça, c'était pour les patterns de comportement. Donc maintenant, on va s'intéresser à des patterns qui sont, alors je regarde un tout petit peu l'heure, ouais, il nous reste 13 minutes, des patterns architecturaux qui sont un peu à une visée un peu plus large que les design patterns sur un nombre restreint, on va dire, de classes ou d'objets. Là, on est vraiment au niveau du système d'info, d'accord? Donc là, on va organiser cette société de façon à pouvoir parler directement soit du système d'information, soit au moins de l'application en entier. D'accord? Donc on va répartir, on va structurer les rôles des classes de façon à ce qu'elles soient, à ce qu'elles aient vraiment euh, un rôle récurrent, on va dire, dans le système d'info. Donc typiquement, ça c'est ce que vous avez dans les frameworks, d'accord? Les frameworks étant, alors, je vais revenir sur cette notion de framework un tout petit peu plus loin dans un pattern qui s'appelle inversion de contrôle. Mais voilà, faudra bien distinguer la notion de framework de la notion de bibliothèque. Une bibliothèque de code, c'est un bout de code que vous appelez de temps en temps quand vous en avez besoin, d'accord? Donc là, c'est juste un appel de méthode et vous n'avez pas de pattern particulier, d'accord? Un framework, c'est quelque chose qui prend un pattern particulier, qui est l'inversion de contrôle, dont je vais vous parler un petit peu plus loin, d'accord? Donc du coup, ces patterns-là, ils sont là pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes de perf, des problèmes de disponibilité, de réutilisation, etc. Ils ont chacun une utilité et on va les regarder un petit peu. Alors on va en regarder quelques-uns en détail. Donc en termes de granularité, comme je vous ai dit, c'est un niveau au-dessus par rapport au précédent. Vous avez, j'ai mis des références à la fin du cours, hein, vous allez pouvoir en retrouver un petit peu plus loin, mais comme on est en train de parler de structuration d'une application complète, comme on est en train de parler de système d'information, etc., etc., le mot-clé là, c'est système d'information d'entreprise et donc enterprise architecture, d'accord? Donc vous allez retrouver ça dans les liens que je vous ai donnés là. Et vous pouvez aller farfouiller là-dedans. Je reviendrai sur les références à la fin du cours. Alors, des exemples de patterns architecturaux. Alors, on va commencer par le plus simple. Ranger ses affaires, d'accord? On a, par exemple, une couche présentation, une couche domaine d'application, une couche alors fondations qui sont peut-être des domaines qui est plus par rapport au matériel par exemple ou des choses comme ça. Et puis un autre truc au milieu, alors un truc un peu informe qu'on va appeler middleware. L'intérêt du pattern en couche, c'est quoi? Bah, c'est que chaque couche ne peut parler qu'avec les couches qui sont au-dessus ou en dessous, d'accord? Donc là, typiquement, on a des dépendances des patterns du bas vers les patterns du haut. Ce qui est un peu bizarre parce que logiquement, c'est la présentation qui interagit avec le reste, etc. Donc ça devrait être un petit peu inversé, mais bon, c'est un pattern que j'ai trouvé comme ça. C'est relativement simple. Ça coûte pas très très cher à utiliser.
Ce que vous voyez quand même, c'est que du coup, le nombre de couches, il est pas fixe. Présentation, on voit à peu près ce que c'est. Domaine d'application, c'est le truc c'est les objets métiers que manipule votre client. Après, c'est beaucoup plus flou, d'accord. Middleware, par définition, c'est tous les trucs qui sont ni en haut ni en bas. Donc, on pourrait faire plusieurs couches middleware ou des packages qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et puis fondation, on se doute bien que vu le nom c'est en bas, mais alors qu'est-ce qu'il y a dedans, on a rien de précis par rapport à ça. D'accord? Donc on va essayer d'améliorer un petit peu ce pattern-là. Alors multi-tiers, c'est un peu la même chose que le pattern en couche, avec des couches qui sont un tout petit peu mieux identifiées, d'accord? Et toujours qui sont isolées les unes des autres. Alors ça c'est un slide de MIF03, je vous parle de réutilisation, donc j'en profite pour réutiliser mes slides de cours sur l'autre et même d'une année sur l'autre, parce que parmi vous, ceux qui font TIV, ils vont avoir droit à ce slide-là l'année prochaine. Vous avez un client et un serveur qui discutent avec du HTTP de base, d'accord, et on voit que côté serveur, on a l'interface, les classes métiers qui réalisent des traitements, et les classes d'accès, et tout ce qui concerne le système de gestion des données, par exemple. D'accord? Donc on est très très lié à un pattern en couche. Bon, mais ça nous aide pas vraiment à structurer notre application, ça nous donne une vue globale du serveur, parce que en MIF 03, je m'en servirai pour faire quelque chose. Mais je suis pas beaucoup plus avancé pour structurer mes classes. D'accord? Si je veux structurer mes classes par rapport à des responsabilités ou par rapport à des traitements des flux, des requêtes, etc., etc., je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus précis, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est MVC. D'accord? Le pattern modèle vue contrôleur. Vous avez un problème qui est rendre le modèle indépendant des vues. Alors pourquoi on veut faire un truc pareil? A priori, c'est pas du tout ce que vous avez notamment dans votre TP là, mais on va essayer d'arriver à ça dans le TP. Rendre le modèle indépendant des vues, c'est quelque chose qui va être important, par exemple, si vous voulez faire une reconception de l'IHM sans tout péter dans le modèle. Si vous avez une application qui est standalone en Java et que vous voulez la passer en application web ou des choses comme ça. D'accord? Donc, en termes savants, ça s'appelle réduire le couplage entre le modèle et la vue. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut réduire le couplage entre deux trucs? On insère un niveau d'indirection, d'accord? Et on fait toujours pareil, on rajoute une couche supplémentaire qu'on va appeler le contrôleur, d'accord? Donc je vous ai parlé du pattern contrôleur Grasp, c'est le même, d'accord? Sauf que là, du coup, on voit son intérêt à l'intérieur d'une application concrète. Enfin, de la structure d'une application, pardon. Et donc le contrôleur, comme je vous ai dit hier, c'est le chef d'orchestre, il fait rien, il va juste aiguiller les informations et gérer les événements de synchronisation entre les deux. Donc le modèle contient la logique métier, dont on parlait à l'instant là, donc c'est l'équivalent de métier et puis aussi les données qui vont avec, d'accord? Il y a des traitements et des données dans le modèle, hein. Vous n'avez pas uniquement l'un ou uniquement l'autre. Après, vous pouvez rediviser votre modèle en couches avec une couche traitement et une couche donnée si vous voulez, mais voilà, le modèle dans le pattern MVC contient les deux, hein. La vue, c'est l'interface. L'interface, c'est à la fois la présentation de l'information à l'utilisateur, mais aussi la captation des événements utilisateurs, donc les clics souris, les événements clavier, etc., etc. Voire d'autres modalités, hein, ça peut être une interaction vocale, ça peut être ce que vous voulez, ça s'appellera toujours de la vue. Et puis donc le contrôleur qui va gérer les changements d'état du modèle, qui va informer donc le modèle des actions utilisateurs, ou en tout cas des états dans lesquels il doit se positionner, et puis il va sélectionner la vue appropriée. Si vous avez par exemple plusieurs pages, et que vous êtes dans un jeu où vous voulez arrêter la partie et puis passer à la page affichage des scores, c'est le contrôleur qui va décider de ce changement-là. Alors ça, c'est un joli dessin que j'ai piqué chez Sun et que j'ai pas retrouvé depuis, mais je m'y accroche assez sévèrement parce que j'aime bien. Donc
Dans les classes modèle, vue et contrôleur, vous avez les responsabilités de chacune de ces classes dont on a parlé. Mais ce qui m'intéresse, c'est ces flèches-là. Vous avez des flèches en très plein qui sont en fait des appels de méthode. Vous avez des flèches en pointillés qui sont des événements, un pattern observer qui passe entre ces événements-là. D'accord? Donc vous voyez que le contrôleur, lui, il va répondre à ce que aux événements utilisateurs, d'accord? Et en fonction de ça, donc il va sélectionner soit la vue, soit changer les états du modèle. D'accord? Donc ça, c'est des appels de méthode basiques. Et vous voyez qu'entre la vue et le modèle, il y a deux façons de faire. Soit la vue interroge le modèle et lui dit dans quel état tu es, fait un get des variables d'état, et puis elle s'affiche au fur et à mesure. D'accord? Soit la vue s'abonne au changement d'état du modèle. D'accord, pattern observer. Et en fonction de ça, le modèle, dès qu'il a changé, dès qu'il y a quelque chose qui change, il appelle la vue pour dire tiens, ça a changé, remets-toi à jour. D'accord? Ce qui permet d'avoir un comportement beaucoup plus dynamique que faire une boucle toutes les 2 secondes ou toutes les 5 secondes pour réafficher la vue. Ce pattern-là, je regarde l'heure, on est un tout petit peu à la bourre, il va falloir que j'accélère. Ce pattern-là, il est, enfin, il y a plein de versions différentes. La vue connaît ou pas le modèle, le contrôleur connaît ou pas la vue, etc., etc. Vous allez donc le mélanger avec du pattern observer dont on a parlé. Un autre truc dont je vous ai parlé hier, c'est que en fonction de la complexité de votre application, votre contrôleur, il va soit gérer la totalité de l'application, soit il va être un contrôleur principal et il va y avoir des contrôleurs délégués qu'on appelle des contrôleurs de cas d'utilisation qui vont gérer chacun une partie de l'application, d'accord? Pour que ces classes-là soient suffisamment cohésives et fassent pas énormément de choses, d'accord? Donc on va appeler ça type 1 ou type 2. Un autre truc qu'on va avoir, c'est du push-based versus du pull-based. Push-based, c'est le modèle qui pousse les informations à la vue avec des notifications, par exemple. Le pull-based, c'est la vue qui va interroger le modèle à chaque fois qu'elle a envie de savoir quelque chose. D'accord? Donc le push-based est plus dynamique que le pull-based, d'accord? Et essayer de vraiment bien appréhender alors ce que les deux coûtent en termes de complexité d'implémentation, parce que il y en a un qui est plus complexe que l'autre, et puis à quoi ça correspond en termes euh, enfin, de quoi vous avez besoin quand vous faites l'un ou l'autre. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez, le modèle que vous voulez implémenter, enfin le pattern que vous voulez implémenter, la version du pattern en question, en fonction des caractéristiques de votre application, des responsabilités du contrôleur, etc., etc. Voilà, le MVC simple avec pas d'événement, modèle passif, modèle actif avec une interface observer qui va permettre de pousser les informations aux autres éléments. Alors il y a d'autres versions aussi, un petit peu plus, comment on peut dire, qui sont des utilisations du MVC. Modèle view adapteur où l'adapteur en fait il est vraiment là uniquement pour faire le passe-plat entre le modèle et la vue et de façon à ce que à être sûr que le modèle ne connaît pas la vue. Oui, la constante du mouvement dans ce pattern, dans le pattern MVC, c'est le modèle ne connaît pas la vue, hein, d'accord? Dans la version pull-based, la vue interroge le modèle, mais le modèle lui répond à des requêtes, il ne sait pas qui les lui pose. Et dans le pattern observer, vous avez vu qu'il y a un faible couplage entre l'observé et l'observable, qui fait que on a juste une liste d'observables sans savoir de quelle classe il s'agit. On est capable juste d'appeler la méthode notify. Hein.
Et donc voilà, on a un adapteur qui fait juste le pattern d'adaptation et qui fait la médiation entre les deux, mais qui n'a pas de rôle de contrôleur au sens chef d'orchestre du terme. Présenteur qui est un petit peu similaire à adapteur, mais par contre qui rajoute la notion d'interface statique et de template et de routing euh, au contrôleur. On verra ces choses-là en MIF03. Hein. Et modèle view model, on a un composant qui s'appelle ViewModel et qui sert vraiment un petit peu comme le présentateur à convertir les données entre la vue et le modèle. D'accord? Je reviendrai là-dessus. Un pattern qui est très très important dans la notion de framework, qui définit en fait la notion de framework, c'est le pattern d'inversion de contrôle. Ce pattern-là, il a une spécificité, c'est qu'il est censé vous permettre de gagner du temps. D'accord? On prend du code qui est générique et on est capable de gérer la façon dont il est appelé. D'accord? Donc en fait, au lieu de programmer une application de A à Z, vous ne programmez que des composants qui vont avoir une forme particulière. Alors en Java, on appelle ça notamment des beans. Enfin, il y a toute une approche fondée sur les Java beans dans certaines specs Java Enterprise Application qui dans un container et en fait le framework va instancier un conteneur qui va appeler ces composants en fonction de leur interface au moment où il en a besoin. D'accord? Donc ces composants, ils vont faire des traitements métiers, gérer des services annexes, etc., etc. Et le flow de l'application est géré par le container. Donc vous voyez ça sur le dessin suivant. Vous faites votre application normale avec un public static void main, et puis vous avez mis tout votre code dedans. De temps en temps, vous appelez une bibliothèque. D'accord? C'est vous qui gérez le flow d'exécution, et donc c'est à vous de programmer la façon dont fonctionne l'application. Vous utilisez un framework, vous configurez votre framework pour lui dire tu vas utiliser tel et tel composant que j'ai alors soit téléchargé, soit programmé moi-même. D'accord? Vous lui dites quand il les utilise, avec quels paramètres, et à partir de là, vous n'avez pas à programmer le public static void main, c'est lui qui va gérer les moments d'appel, et vous voyez que bah, du coup, toute cette partie qu'on va appeler boilerplate code, c'est pas à vous de la coder. D'accord? C'est notamment ce que vous avez dans des frameworks web, dans lesquels vous pouvez d'ailleurs rajouter d'autres patterns, typiquement du MVC, dans lequel vous avez un composant qui sera un modèle, une vue, un contrôleur, et puis vous lui dites, bah voilà, tiens, pour tel type de requête, tu vas appeler tel contrôleur, et puis lui il va se débrouiller pour aller organiser le modèle de la vue et du modèle. Voilà, donc j'insiste, c'est vraiment le truc qui est à la base de la notion de framework et qui fait la distinction entre une bibliothèque et un framework. Hein. Autres patrons architecturaux, donc il y en a qui sont dédiés à différents types de fonctionnalités, authentification, autorisation, sécurité, etc., etc. Donc je vous encourage à les regarder. D'autres choses qui sont plus spécifiques à la gestion des données, donc transactions, opérations, etc., etc. Notamment un autre pattern dont je ne vous ai pas parlé, c'est DAO, Data Access Object, qui vous permet justement d'avoir un objet qui va être un niveau d'interaction qui va vous permettre de gérer des systèmes de gestion de base de données, ou un DTO qui va représenter des objets sans les méthodes métiers que vous pouvez transférer entre différents objets pour encapsuler toutes les données métiers qui correspondent à un concept du domaine particulier. Des choses sur les architectures, les plateformes à composants, les architectures orientées services, plein de choses. Alors, je pense que ça, Extra Transform-No, donc vous en parlera en BD, c'est pour gérer les référentiels de données
entre plusieurs morceaux de l'application qui parlent pas forcément le même langage, si vous voulez. Euh, voilà, pour des choses un peu plus complexes que vous verrez probablement en M2 si vous continuez par là. Donc, encore une fois, je vous renvoie vers cette notion de pattern of enterprise application architecture. Euh, le gars qui fait référence dans le domaine, c'est Martin Fowler. D'accord? Il a son site, la martinfowler.com, avec plein de patterns particuliers. Alors, des patterns of Enterprise Application Architecture, mais vous avez aussi des patterns normaux. Hein. Vous allez retrouver sur beaucoup de patterns dont je vous ai parlé sur son site à lui. Donc vraiment allez voir là-bas. Vous avez plein de choses que vous pourrez regarder. Et donc ouais, MVC, Front Controller, DTO, etc., etc. Servez-vous. Il a publié des bouquins, mais il a mis beaucoup de choses sur son site aussi. Je vous ai pas parlé de la notion d'anti-pattern. Autant les patterns c'est une liste de bonnes pratiques documentées, bah, les anti-patterns c'est une liste de mauvaises pratiques documentées aussi, et qui vous conduisent à avoir des logiciels qui sont lents, qui sont coûteux, qui fonctionnent pas bien, voire qui sont complètement buggés. Donc n'hésitez pas à les regarder. Hein, voilà, c'est de l'emploi massif de variables globales, du fort couplage entre les objets. Voilà, ce qu'on appelle la coulée de lave, c'est un truc qui n'était pas fini mais qu'il a fallu passer en prod et maintenant tout le monde est tributaire de ce machin qui marche sur trois pattes. Les IDE que vous pouvez utiliser, alors c'est très bien d'utiliser un éditeur de code avec juste de la coloration syntaxique, mais ça fait pas tout. D'accord? Moi, je vous conseille quand même beaucoup d'aller utiliser des IDE qui vont être orientés design pattern, qui vont être capables de faire extract l'interface de la classe qui va bien, qui vont être capables de repérer ce qu'on va appeler un presque pattern, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble et puis qui va vous le transformer en un pattern relativement propre que vous pourrez réutiliser, refactorer, etc., etc. Donc ça, voilà, Eclipse plus un plugin UML, JBuilder et IntelliJ. Je suis désolé, c'est une solution payante. C'est pas beau de faire de la pub pour les solutions payantes, surtout qu'on n'est pas payé pour. Mais vraiment, ça marche bien et on gagne un temps fou. Et quand vous commencez à savoir utiliser votre IDE, bah, vous gagnez énormément en temps et en productivité. Donc en conclusion, on a vu assez précisément les principes vraiment généraux d'affectation des responsabilités et de grasp. On a survolé des design patterns classiques, d'accord. Voilà, j'ai mis un ordre d'idée. Voilà, en étudier, en connaître une cinquantaine, c'est à peu près ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir suffisamment de vocabulaire pour discuter avec d'autres gens quand vous arrivez dans une boîte. Évoquer les patterns architecturaux qui sont très importants également et qui conditionnent l'utilisation des outils de type framework. Faut pas vous leurrer quand vous allez arriver dans une boîte et qu'on va vous confier un truc à faire en stage ou en alternance ou n'importe quoi. On va pas vous dire bah, vous partez de rien et puis vous me faites un public static void main. Vous allez utiliser un framework, il va falloir comprendre comment il fonctionne, il va falloir vous adapter à sa configuration, etc. pour faire ce que vous voulez. D'accord? Donc ces patterns, ils vont être là avant vous si vous voulez. Vous serez obligé de les utiliser. On a à peine abordé les anti-patterns, je vous en ai parlé sur un seul slide. Voilà, mais par contre, connaître les mauvaises pratiques, c'est le meilleur moyen de savoir que votre projet est en train de. Alors, vous mettez ce que vous voulez à la place des trois petits points. Je pense que vous avez saisi l'idée. Voilà. Donc, je remercie les gens qui ont alimenté ce cours, ou qui étaient à l'origine au départ. Pas mal de références, donc en termes de bouquins et en termes de site web. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher ça. Et désolé d'avoir dépassé. Et puis vous avez encore une vidéo de une demi-heure à regarder de Mathieu Moi sur les coding styles. Voilà. Merci et puis à bientôt en télé normalement.